Bonjour von Braunstein. Bonjour. Fin de la trêve depuis 24 heures sur la bande de Gaza. L'hypothèse d'un cessez-le-feu durable s'éloigne un peu plus chaque jour. J'espère que non. Vous savez, les clés se trouvent à la fois dans les mains des Israéliens, mais aussi dans les mains du Hamas. On l'a bien vu avec la trêve de ces derniers jours. Il y a une libération d'otages, il y a une trêve. Il y aura une libération d'otages et un respect des accords de la part du Hamas avec Israël, et il y aura la trêve. Moi, j'espère, on rentre dans une période de fête, de Noël, surtout à Bethléem, qu'on arrivera avant la fin de cette année, pas seulement une trêve, mais un cessez-le-feu. Quelle est votre lecture? Pourquoi ça n'a pas tenu? Qui avait intérêt à ce que cette trêve ne tienne pas? Le deal était simple, c'est que chaque jour, le Hamas donnait des listes aux Israéliens, les Israéliens donnaient des listes de prisonniers palestiniens, ils se mettaient d'accord sur la quantité, se mettaient d'accord sur la qualité, entre guillemets, et l'échange se faisait le lendemain. Et là, il y a 2 jours, ils n'ont pas remis de liste. Mais est-ce que c'est parce qu'on rentre dans le dur aussi de la négociation sur les otages? Parce que les femmes, les enfants, les personnes âgées ont été libérées. Ça va être presque toutes. Il reste des hommes, des soldats essentiellement. Ça va coûter beaucoup plus cher. Oui, le prix, à Israël. malheureusement, oui. Et c'est un dilemme terrible. Oui, c'est un dilemme terrible. Et c'est vrai que le Hamas les a gardés pour la fin parce que le prix est beaucoup plus élevé. On a vu ce qui s'est passé il y a quelques années. Pour un soldat qui a été otage pendant Gilad Shalit pendant 5 ans, Israël a libéré 1267 prisonniers palestiniens. Donc le prix va être élevé, mais je crois qu'Israël doit le payer. Ça, c'est mon opinion. Israël doit le payer. Il faut que les otages rentrent à la maison, tous. Malheureusement, on a vu hier, déjà le Hamas a publié qu'il y avait 8 ou 9 des otages qui sont morts. Dans quelles conditions ils sont morts, je ne sais pas. Pour Israël, c'est le Hamas qui en est responsable. Eux disent que c'est les bombardements israéliens qui ont provoqué leur mort. Mais donc on sait qu'une partie des otages ne sont plus là. J'espère que ça s'arrêtera, c'est difficile à dire, mais ça s'arrêtera à 8. Il y a les négociations qui continuent sous les négociations du Qatar, de l'Égypte. Le Qatar et l'Égypte jouent un rôle très important, et pas seulement. Je suis ravi que le président se vaille après la COP28, après Dubaï, à voir l'émir qatarien. Le Qatar joue un rôle important. Et comment la France peut jouer justement dans ces négociations? Est-ce qu'on peut peser suffisamment? Absolument. Je vais vous donner un exemple très concret. On a tous été ravis, à 1 seconde avant la fin de la trêve, de voir cette jeune franco-israélienne, Mia, être libérée avant-hier et rentrer chez elle. On a été très impliqués. Sa famille, sa mère, son frère étaient à Paris il y a 2 semaines. Tout le monde les a reçus. Madame Macron, le président Sarkozy, le président Hollande et bien d'autres. Et je peux vous le dire aujourd'hui que c'est beaucoup grâce au contact que la France a avec le Qatar et les téléphones presque quotidiens du président avec les maires du Qatar que Mia a été libérée. Donc la France doit... Donc la France a eu un rôle réel dans la libération de Mia Hachem? Bien sûr, dans la libération de Mia Hachem, dans les pressions qu'ils font pour la libération des autres otages. Et n'oublions pas, nous avons 30 Français qui sont morts. Nous avons encore 4 otages français qui sont dans les mains du Hamas. On attend qu'ils soient tous libérés. Je sais que le président va les recevoir à Paris quand ils seront tous libérés. Et je sais que le président attend que ça se calme un peu pour avoir un événement en hommage de ceux qui sont morts aux invalides. Oui, ça n'a pas été très compris, tout comme la stratégie d'Emmanuel Macron sur le Proche-Orient. Vous êtes chargé de mission auprès du président pour le rapprochement israélo-palestinien, justement. Oui. Quel est votre rôle? Vous avez notamment échangé avec les familles d'otages. Vous avez fait le lien ces dernières semaines? À la base, c'est pas mon rôle. Moi, j'aurais espéré quand j'ai été... Quand il y a 3 ans, il m'a offert cette opportunité de travailler avec lui pour le rapprochement israélo-palestinien. C'était dans une perspective de paix, pas une perspective de guerre. Alors malheureusement, on se trouve aujourd'hui dans une situation qui est très conflictuelle. Mais moi, étant donné que ma perspective, et la sienne aussi, c'est une perspective de l'après, nous, on se prépare à l'après-Gaza, avec toutes les victimes, avec toutes les souffrances, avec toute la destruction, pour cette fois-ci profiter de cette crise, pour qu'il y ait des opportunités aux Israéliens, aux Palestiniens, pour retrouver le chemin de la raison, le chemin de la paix. On y croit beaucoup. Mais j'ai joué le rôle que je pouvais avec les contacts que j'ai en Israël, avec le fait que j'ai l'oreille du président pour dans l'histoire des otages et dans les relations entre le président et les autorités israéliennes. Et on va parler de l'après-Gaza, mais en attendant, avec la fin de cette trêve, il y a la pression de l'opinion qui s'accentue sur Benyamin Netanyahou. Il y a aussi la pression internationale, les mises en garde, par exemple, du secrétaire d'État Anthony Blinken, qui a demandé que la seconde phase de l'opération israélienne cause moins de morts que la première. Israël écoute-t-il ces mises en garde? Oui, Israël écoute ces mises en garde pour 2 raisons. Les Américains ont un levier de pression sur Israël. Israël sont les Américains, surtout en période de guerre où ils ont besoin
de renouveler leurs munitions tout le temps. Israël écoute ce que leur dit le président français, Israël écoute ce que la communauté internationale leur dit. Et je ne suis pas sûr que l'opinion publique israélienne, aujourd'hui, on attaque tout, on détruit tout, on bombarde de l'aviation. Et n'oubliez pas que la situation qui s'est créée depuis le début de cette guerre, c'est qu'une grande partie de la population palestinienne du nord de Gaza s'est déplacée vers le sud. Donc aujourd'hui, il y a dans un très petit terrain une concentration énorme de réfugiés palestiniens. Et c'est là où Israël est en train de frapper, par exemple. Mais non, là, en ce moment, Israël ne frappe pas. Ces dernières heures, il y a eu des frappes sur le sud. Très ciblées par l'aviation. Mais je suppose, et moi je ne suis pas un expert militaire, que tout d'abord je suppose qu'on reviendra à la raison, qu'il y aura une trêve et que les otages seront libérés et cette guerre se terminera. Mais si ça ne sera pas le cas, je pense que ça sera des opérations ciblées, spéciales, contre mais je vais vous dire quelque chose, cette guerre ne va pas résoudre le problème. Je comprends qu'il y a, on dit un œil pour un œil et ils deviennent tous aveugles. Et là, on est en train de s'aveugler sur place. Il y a une volonté de vengeance. Je ne vois pas la stratégie vraiment. Et en même temps, Ofer Bronstein, cette attaque du 7 octobre, ce n'est pas une attaque terroriste parmi d'autres. Vous pouvez aussi entendre qu'Israël n'est plus le même, et donc la riposte n'est pas la même. Bien sûr, mais je vais vous dire la riposte. Il faut éradiquer le Hamas. Le Hamas, c'est pas seulement l'ennemi des Israéliens, c'est pas seulement l'ennemi des Juifs. Le Hamas, c'est l'ennemi des Palestiniens. Le Hamas tue des Palestiniens tous les jours. Mais comment l'éradiquer sans guerre, alors ? Mais on ne peut pas éradiquer une organisation qui... Vous dites qu'on ne l'éradiquera pas. Le Hamas, c'est pas seulement des hommes avec des armes. Ça, on pourra effacer. Mais le Hamas, c'est aussi une idéologie. Le Hamas, c'est le drapeau vert, c'est pas le drapeau palestinien. Le Hamas, c'est le mouvement de résistance islamique. C'est pas le mouvement de libération de la Palestine. Le Hamas, c'est l'ennemi des Palestiniens. C'est l'ennemi du monde arabe. C'est l'ennemi de l'islam. Et ça, il faut se le dire. Mais le Hamas, étant donné que c'est aussi une idéologie, ne se détruira pas que par les armes. Ce qu'il faut donner. Le Hamas se nourrit de quoi ? De ce petit gamin palestinien aujourd'hui, qui a perdu son père, qui a perdu son frère, qui se retrouve sans maison. On a détruit sa maison, qui se trouve réfugié sans eau potable dans le sud de Gaza. Si on ne va pas lui donner de l'espoir, si on ne va pas lui donner des perspectives, si on ne va pas lui permettre de vivre d'une façon décente, dans 10 ans, il devient Hamas. Dans 10 ans, il ira faire les mêmes attentats au cœur de Tel Aviv, pas dans le sud d'Israël. Donc c'est ça la réponse qu'on doit donner au Hamas. La réponse qu'on doit donner au Hamas, elle n'est pas seulement militaire. C'est redonner de l'espoir, c'est redonner d'envie, c'est redonner de la croissance, c'est redonner du progrès aux Palestiniens. On va parler de l'après pour Gaza dans quelques instants, juste après le fil info de Mathilde Romagnan à 8h40. À la COP28 à Dubaï aujourd'hui, une vingtaine de pays, dont la France, appellent à tripler le nucléaire dans le monde d'ici 2050 dans une déclaration commune. Objectif, réduire la dépendance aux énergies fossiles comme le charbon et le gaz. Le projet de loi immigration adopté cette nuit en commission des lois à l'Assemblée nationale, texte en partie réécrit après son passage par le Sénat. Les députés ont par exemple rétabli l'aide médicale d'État. Il sera examiné ce texte dans l'hémicycle à partir du 11 décembre prochain. 200 personnes rassemblées à Paris hier soir à l'appel d'un groupuscule de l'ultra-droite en hommage à Thomas, 16 ans, tué lors d'une fête de village à Crépol dans la Drôme. Rassemblement d'abord interdit par la préfecture puis autorisé par la justice. Aujourd'hui, la préfecture de la Drôme a interdit 3 rassemblements pour risque de troubles à l'ordre public. Les Bleus attendent de savoir quels seront leurs adversaires à l'Euro 2024 de football. Le tirage au sort de la phase de poule débute à 18h à Hambourg, en Allemagne, pays hôte de cet Euro. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Jean-Rémy Baudot. Toujours avec Ofer Bronstein, président du Forum international pour la paix, chargé de mission par Emmanuel Macron pour le rapprochement israélo-palestinien. Vous êtes un pacifiste, c'est difficile aujourd'hui de se projeter, mais quel peut être l'après pour Gaza ? Je suis pacifiste, ça ne veut pas dire que je ne pense pas qu'Israël a le droit de se défendre. Dans certaines situations, on a le droit de prendre les armes. Je ne suis pas pour. Et je suis aussi un pragmatique. L'après, il est facile. Vous savez, si on se... Non, excusez-moi. Alors allez-y, développez parce que... Oui, vous avez raison. On a besoin de développer. Il est difficile parce qu'il n'y a pas de leader de deux côtés qui soit déterminé, qui ait le courage de faire ce que l'on sait depuis toujours. La solution, c'est une solution à 2 États. La solution, c'est la fin de la colonisation. La solution, c'est la reconnaissance d'Israël par les pays arabes et musulmans. La solution, c'est que les Palestiniens puissent vivre dans la dignité, dans la liberté, dans l'indépendance. C'est ça la solution. Maintenant, quel est le leader
israélien et palestinien qui a la détermination, qui a le courage d'aller vers ces solutions-là, pour l'instant, il n'existe pas. Je pense que dans quelques mois, il y aura des changements radicaux, aussi bien chez les Palestiniens que chez les Israéliens, et j'espère qu'il y aura les leaders avec lesquels on peut travailler. Mais par exemple, Benjamin Netanyahou, c'est un obstacle à la paix, parce que la presse israélienne a rapporté un échange en Israël en présence d'Anthony Blinken, l'Américain. Benjamin Netanyahou disait « Aussi longtemps que je suis assis sur cette chaise, l'autorité palestinienne qui soutient, enseigne et finance le terrorisme ne dirigera pas Gaza. » Si ce n'est pas l'autorité palestinienne qui dirige Gaza, c'est qui? Benjamin Netanyahou est aujourd'hui pris en otage par sa propre coalition. Et sa propre coalition, malheureusement, et c'est une catastrophe personnelle pour moi, est composée aussi d'éléments racistes, fascisants, qui remettent tout dans les mains de Dieu et dans les mains du messianisme, qui reconnaissent aucun droit aux Palestiniens, qui ne veulent pas entendre de liberté, d'indépendance aux Palestiniens, qui voudraient voir les Palestiniens disparaître. C'est malheureusement les partenaires de M. Netanyahou aujourd'hui. Alors c'est quoi un changement radical à la tête de l'État d'Israël? C'est un nouveau gouvernement sans ces extrémistes-là. Vous savez, les Palestiniens comme les Israéliens, on est otage aujourd'hui des extrémistes. Ils sont une minorité, mais on est leur otage. Eux, ils ont remis l'avenir de la région dans les mains de Dieu. Tant que c'est dans les mains de Dieu, moi je ne peux plus discuter. Donc il faut de nouvelles élections. Moi je veux les mettre dans les mains des jeunes, dans les mains des femmes. Ils vont avoir un nouveau gouvernement sans M. Netanyahou et sans les extrémistes dans quelques mois, ce qui est possible pour éviter de nouvelles élections, ou alors il y aura de nouvelles élections. Mais je voudrais ajouter un élément. La communauté internationale parle de la solution des deux États, en particulier le président Macron et le président Blinken ces derniers temps. Si les Israéliens et les Palestiniens ne sont pas capables, parce qu'ils sont pris en otage par leurs extrémistes, c'est à nous de leur... Je ne veux pas dire imposer, mais les encourager fermement à le faire. Nous avons des leviers. C'est intéressant ce point. Certains experts disent que les pays européens devraient se coordonner pour reconnaître un État palestinien, pour mettre la pression, justement. Est-ce que vous conseillez au président de lancer une initiative de ce type? Oui, moi je le dis depuis 3 ans au président, je l'ai écrit, et je le dis depuis toujours. Moi je pense que la France, le président Macron, qui est le leader un des leaders les plus importants de l'Europe. Pas tous les pays européens le reconnaîtront, parce que pas tous les pays européens partagent, parce qu'il y a beaucoup de cacophonie au niveau de la politique étrangère de l'Union européenne. Mais le président Macron et encore quelques pays américains doivent aujourd'hui reconnaître l'État palestinien. Changer le logiciel. On attendait jusqu'à maintenant qu'il y ait des négociations pour aboutir à un État palestinien. Je vous dis, reconnaissant un État palestinien aujourd'hui, les négociations viendront après sur les détails. Les frontières, la capitale, les échanges économiques. Ce ne sont pas des petits détails néanmoins. Mais ça peut vous savez, le Premier ministre Olmert et le président Abbas sont arrivés à ces définitions, sont arrivés à des accords. Malheureusement, Mais qui administre cet État palestinien? Pardon? Qui administrerait cet État palestinien? Les Palestiniens. Alors, parce qu'en fait, on a parlé là entre guillemets des Israéliens qui en face pour discuter. Effectivement, l'autorité palestinienne aujourd'hui est quasiment absente des débats. Est-ce que le Hamas ne s'est pas renforcé politiquement auprès du peuple palestinien à travers des libérations de prisonniers, à travers une action envers Israël? Vous savez, le paradoxe avec le Hamas, c'est qu'il s'est renforcé en Cisjordanie. Il faut en parler parce qu'il faut faire attention à ce qui se passe en Cisjordanie. Bien sûr. C'est en train de bouillir. Oui. Il y a eu plus de 200 morts en l'espace de quelques semaines. Il y a une volonté, les colons sont en train de faire la loi. Les Palestiniens sont en train d'être frustrés. Il n'y a pas eu d'entrée d'argent depuis déjà 1 mois et demi. Ils ne peuvent pas venir travailler en Israël. On leur coupe les vivres. Ça va exploser en Cisjordanie. Et si ça explose en Cisjordanie, ça va contaminer toute la région. Les premiers, ce sera les Jordaniens. Donc après, ça peut aller. Donc il faut qu'on soit très, très, très vigilant sur ce qui se passe en Cisjordanie. Je crois en la force. Je suis en contact avec les Palestiniens quotidiennement. Il y a des forces jeunes auprès des Palestiniens qui veulent le changement. Ils ne se réveillent pas le matin en se disant on va se taper du juif. Ils ne se réveillent pas le matin en se disant on va détruire Tel Aviv. Ils se réveillent le matin en se disant comment mon enfant va finir l'année à l'école. Comment je peux me permettre des vacances. Oui. Comment je peux avoir un salaire décent. Weinstein, vous dites ça aujourd'hui, mais il y a quelques jours, vous déploriez aussi que vos amis palestiniens, qui ne sont pas des extrémistes, n'arrivaient même pas à condamner l'attaque du 7 octobre. Donc vous dites oui, ils ne se lèvent pas le matin en voulant tuer du juif, et en même temps, ils ne sont pas capables non plus de condamner le 7 octobre. Oui. On peut discuter en partant de ce postulat-là? On n'a pas le choix. La paix se fait avec ses ennemis, ne se fait pas avec ses amis. Si ça devait être avec mes amis, ça aurait été fait depuis très longtemps. C'est avec ses ennemis qu'il faut faire la paix, elle est difficile. Il y a du poison dans le sang des Israéliens et dans le sang des Palestiniens. Et avec cette guerre, il y en aura encore plus.
On va devoir remonter une pente très difficile. Mais il va falloir des leaders courageux, une société civile dynamique, que la raison nous revienne à nous pour le faire. Bien sûr que je déplore que mes amis palestiniens n'aient pas eu le courage de dire d'une façon claire qu'ils étaient contre le Hamas, de dire d'une façon claire qu'ils étaient contre la catastrophe, le pogrom du 7 octobre. Moi, je le dis et je le dis clairement, je suis pour un État palestinien, je suis pour la dignité des Palestiniens, je suis contre la colonisation, je suis pour leur indépendance. Ils doivent, mais ils ne sont pas dans la même situation que la mienne. Moi, je suis ici à Paris, dans un studio avec vous. Eux, ils sont dans une situation un peu plus compliquée. Je ne sais pas de justifier. J'espère que la raison va revenir. Je les connais, ces gens-là. Elle va revenir. Aujourd'hui, ils sont pris aussi. Ils voient la catastrophe qui se passe à Gaza. Est-ce qu'il faut libérer, est-ce qu'il faut réhabiliter des personnages comme Marwan Barghouti? Il faut libérer Marwan Barghouti. Juste pour expliquer à nos téléspectateurs auditeurs, ancien responsable du Fatah, emprisonné en Israël depuis 2002. Il est cité comme le potentiel sauveur de l'autorité palestinienne. Est-ce que lui, c'est un interlocuteur à remettre en selle? Moi, je connais très bien Marwan. Marwan était un copain. On a passé beaucoup de temps ensemble. Il s'est beaucoup intéressé à la société israélienne. Il la connaît parfaitement. Son hébreu est meilleur que le mien parce qu'il a passé pas mal de temps à l'apprendre. Marwan peut être l'homme de la situation. Ce n'est pas l'ami des Israéliens. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire des réductions aux Israéliens. Ça va être un partenaire très très dur. Mais il fait l'unanimité aujourd'hui. C'est un visage qui fait l'unanimité selon vous? Il fait auprès des Palestiniens. Il fait l'unanimité auprès des Palestiniens. Même le Hamas ne pourra pas s'y opposer. Je pense qu'autour de lui, après, les Palestiniens décideront qui sera leur prochain. Autour de lui, il peut y avoir un leadership, une Palestinien qui va se créer, qui peut être absolument le contact, qui peut être l'interlocuteur des Israéliens. Et juste d'un mot, pardon, Bronstein, vous parliez de la situation explosive en Cisjordanie. Washington s'apprête à opposer aux colons des restrictions de visa. Ça peut avoir un impact, ça, parce qu'on a l'impression qu'aucun gouvernement israélien ne pourra déplacer ces colons. Vous savez, cette histoire de visa, c'est pas logique. Tout d'abord, oui, une fois pour toutes, il faut dire à ces colons-là, qui sont en train de nous mettre tous en danger, mettre les Juifs en danger en France, mettre les Israéliens en danger parce qu'ils préconisent la guerre et qu'ils font des actes inacceptables envers les Palestiniens. Il faut leur dire, vous êtes des hors-la-loi. Il faut leur dire, mais quelqu'un leur dira ça un jour, il y a un gouvernement israélien qui aura le poids pour leur dire? C'est pas le gouvernement israélien, c'est nous. Cette histoire de visa, elle est paradoxale. Un Palestinien qui veut venir en France doit aller chercher un visa au consulat de Jérusalem, au consulat de France à Jérusalem. Un colon qui habite juste à côté de lui est considéré comme israélien, n'a pas besoin de visa. Non, ils sont dans les territoires, ils sont dans le même terrain que les Palestiniens. Eux aussi doivent aller chercher un visa pour venir en France. Et certains d'entre eux ne doivent pas rentrer en France, à mon avis. Merci beaucoup, Ofer Bronstein, président du Forum international pour la paix, chargé de mission par Emmanuel Macron pour le rapprochement israélo-palestinien. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Espérons que ça s'arrête et qu'on revienne à la raison et à la négociation et au dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Merci d'avoir été dans le 8-30 France Info. Merci Agathe, on se retrouve demain pour une nouvelle interview.